Bonsoir à tous, nous sommes heureux de vous proposer ce soir sur NCTV un nouveau rendez-vous, la case de la politique. Chaque mois, Jenny Briffa interrogera une personnalité politique du pays. Et ce soir, pour ouvrir le bal, il s'agit du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, Thierry Lataste, le haut-commissaire qui avait prévu de se rendre dès le week-end dernier en France pour le comité des signataires. Nous avons donc enregistré cette émission la semaine dernière avant les événements de Saint-Louis, raison pour laquelle nous ne l'interrogerons pas sur l'actualité de ces derniers jours. Voilà, je laisse la parole à Jenny Briffa qui vous attend non pas en studio, mais dans un lieu hautement symbolique. Bonne soirée à tous sur NCTV. Bonsoir à tous et bienvenue dans la case de la politique. Chaque mois dans cette nouvelle émission, nous recevrons une personnalité politique pendant 26 minutes pour aborder toutes les questions d'actualité qui nous concernent et on essaiera de le faire sans tabou ni parti pris en relayant notamment vos questions postées sur notre page Facebook NCTV. Vous l'aurez remarqué, nous sommes dans une case et pas n'importe laquelle puisque nous tournons au centre culturel Tjibaou, le symbole de l'accord de Nouméa et du destin commun. Évidemment, ce n'est pas un hasard. Alors la case, vous le savez, dans notre pays, c'est le lieu des palabres et de la discussion. Pour échanger avec moi ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Lataste, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Thierry Lataste, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous à quelques jours seulement du prochain comité des signataires. Il aura lieu lundi. Une première question avant le sommaire, justement sur ce comité. On s'attend à ce qu'il soit plutôt tendu. Il y a quelques semaines, l'UC avait dit qu'il n'acterait rien pendant ce comité. Le Rassemblement a dit qu'il ne validerait pas les travaux des experts. Alors, première question, est-ce qu'il va servir à quelque chose, ce comité, dans ces conditions ? Je crois que les signataires de l'accord de Nouméa ont souhaité se retrouver parce que l'existence même du comité des signataires, son rôle comme instance de point politique annuel est prévu par l'accord de Nouméa et chacun essaie d'être fidèle aux engagements de l'accord de Nouméa. Vous n'êtes pas inquiet par ces déclarations ? J'ai l'habitude des déclarations antérieures au comité des signataires. Il y a des travaux importants qui ont été conduits à la demande des mêmes partenaires et à la suite du précédent comité des signataires. Il en sera rendu compte et il appartiendra aux forces politiques de Calédonie de voir ce qu'elles s'approprient, la manière dont elles se l'approprient et la manière dont, dans les débats qui vont s'ouvrir, ceux des élections nationales de 2017 et bien sûr la perspective relativement proche maintenant de la consultation de 2018. Il y a toujours un peu de posture militante normale en même temps de la part des élus avant les comités aussi. C'est la vie, ça participe de la pédagogie politique pour les populations, ça participe du positionnement réciproque des forces politiques. Donc il faut l'accepter et travailler avec. Alors ce soir, on va essayer de mieux vous connaître, de cerner aussi votre attachement profond pour la Nouvelle-Calédonie et puis essayer de mieux comprendre quelle est la place de l'État, quelle est sa marge de manœuvre dans les différents dossiers d'actualité du moment. Pour cela, l'émission va être articulée autour de 4 grandes séquences. On aura la rubrique du tac au tac consacrée aux questions d'actualité avec une large place ce mois-ci sur les problèmes de la délinquance. Reportage ensuite, on a passé une journée avec le haut-commissaire dans son quotidien. Viendra ensuite la séquence sur 2018. On parlera évidemment du prochain comité des signataires, des listes électorales, du référendum et pourquoi pas d'un éventuel 3e accord. Et puis pour finir, nous aurons les questions du pays, les questions des Calédoniens. Mais tout de suite, on va commencer avec votre portrait, rapidement, avec quelques photos. Alors Thierry Lataste, vous avez donc 62 ans, vous êtes marié, vous avez 4 enfants. Vous faites un parcours sans faute, Normal Sup, Sciences Po, l'ENA. Et puis vous entrez dans la préfectorale en 91, premier séjour en Calédonie. Vous êtes alors secrétaire général d'Alain Chrisnart, le haut-commissaire de l'époque. En 98, vous êtes l'un des principaux négociateurs de l'accord de Nouméa. On voit une photo de vous à cette époque. Alors cette photo spécifiquement, vous vous en rappelez, j'imagine, c'était quand ? C'est le soir où nous nous sommes mis d'accord sur le contenu de l'accord. Il suffit de voir les sourires des uns et des autres, la fatigue aussi chez quelques-uns. Effectivement, on venait
d'enregistrer l'accord de l'ensemble des partenaires calédoniens sur le projet de texte. Est-ce que c'est à ce moment-là que votre attachement pour la Calédonie s'est vraiment cristallisé, cette période de la négociation, des accords? Est-ce que ça a été vraiment déterminant pour vous? Elle marque dans une vie d'homme et dans une vie de fonctionnaire. Je crois qu'elle a marqué les responsables politiques comme elle a marqué leurs interlocuteurs du côté de l'État, mais ça n'est pas la seule raison d'un attachement à la Calédonie. Moi, je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie pour la première fois en mission, en fait, en 1989, à peine un mois après l'assassinat de Tshibao Diéwené. J'avais senti la gravité qui pesait sur le pays à ce moment-là. J'ai, au cours de mon premier séjour, des souvenirs marquants comme Jacques Ekaoué, avec qui j'ai eu la chance de travailler, et qui a disparu brutalement. Donc il y a d'autres moments de grande intensité, je dirais, dans mon parcours calédonien. Alors, de 1999 à 2002, vous revenez en tant que haut-commissaire, cette fois sur le Caillou. Votre carrière en métropole, elle est tout aussi riche. Hein. Vous avez été directeur de cabinet de Manuel Valls. Et juste avant de revenir cette année, vous étiez directeur de cabinet du président François Hollande. On voit là une photo avec vous. Alors, cette photo-là, elle a été prise à quel moment ? Je pense que nous quittions l'Élysée pour aller à pied, puisqu'il y a un grand voisinage au ministère de l'Intérieur où se tenait une réunion la première réunion de la cellule interministérielle de crise après les attentats de Charlie Hebdo, si je ne me trompe pas. Pourquoi quand même avoir demandé à revenir en Nouvelle-Calédonie particulièrement? Parce qu'on imagine qu'évidemment vous pouviez aller un petit peu où vous vouliez après un poste pareil. Est-ce que c'est justement ce processus institutionnel dans lequel on est, ce processus de décolonisation qui vous passionne? Le président de la République et le Premier ministre et la ministre des Outre-mer souhaitaient, après Vincent Bouvier, qui voulait rentrer en métropole, trouver quelqu'un qui ne soit pas complètement neuf sur le sujet calédonien, qui connaisse les interlocuteurs, l'histoire. Et personnellement, je n'avais pas envie, ce qui était possible, effectivement, d'avoir comme dernière affectation de fin de carrière des choses prestigieuses, parisiennes. Mais le processus dans lequel on est, il vous a attiré particulièrement? Oui, j'ai été le premier. Enfin, j'ai participé à la discussion de l'accord, j'ai participé à l'élaboration de la loi organique, j'ai été le premier haut-commissaire lors de la mise en place des institutions d'aujourd'hui. Revenir, c'est original, mais ça a un sens, me semble-t-il, en trajectoire, de revenir au terme du processus et au moment où les Calédoniens s'apprêtent à se prononcer. Thierry Lataste, une question un peu délicate, mais elle revient souvent sur les réseaux sociaux, alors je vais quand même vous la poser. Certains loyalistes reprochent justement à l'État de brader la Calédonie aux indépendantistes pour réussir une décolonisation aux yeux de l'histoire. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Qu'il n'y a aucune décision qui sera prise par l'État, parce que tout le sens de l'accord, c'est de confier aux Calédoniens, dans l'éventail large des possibilités, mais de confier aux Calédoniens le soin de prendre la décision. Donc, oui, l'État reste neutre. L'État accompagne, est actif, propose, est au contact de chacun pour maintenir les contacts, mais il ne dictera pas le sens du choix. On va passer tout de suite à notre rubrique du tac au tac. Alors Thierry Lataste, le principe de cette séquence, je vais vous poser des questions d'actualité un peu précises et puis vous allez essayer de répondre du tac au tac. Alors on va commencer avec le problème de la délinquance. Harold Martin a accusé l'État de cacher ce qu'il se passait au niveau de la délinquance. Alors est-ce que vous nous cachez quelque chose ? Vous vous souvenez, ou vos confrères en tout cas se souviennent que j'ai tenu un point de presse récemment pour annoncer un plan de lutte contre les deux phénomènes les plus marquants et les plus perturbants pour les Calédoniens, qui sont la hausse des cambriolages et la hausse des vols de véhicules. Et j'ai donné à cette occasion tous les chiffres tels qu'ils figurent et sont vérifiables par toute autorité indépendante. Et clairement, même si les forces de l'ordre font un travail remarquable, d'ailleurs vous le soulignez vous-même, les chiffres ne sont pas bons. Il y a pour les cambriolages 16 cambriolages pour 1000 habitants contre 7 pour 1000 en France, donc plus du double. Vol de véhicules, on est ici à 4 pour 1000 contre 2 pour 1000 en France, donc le double. On a une question de Virginie Ruffnac des Républicains qui a justement une question à ce sujet à vous poser.
Monsieur le Haut-Commissaire, compte tenu de nos enjeux d'avenir, de la consultation de 2018 au cours de laquelle les Calédoniens auront à décider de leur avenir, ne considérez-vous pas que la sécurité en Nouvelle-Calédonie prend une autre dimension que sur le reste du sol national? Ne considérez-vous pas que l'État doit en faire une priorité? Car si chaque Calédonien ne se sent pas en sécurité, eh bien ce seront le racisme et la haine qui prendront le dessus. Et serons-nous alors en capacité de construire une solution apaisée? Alors il y a deux choses dans cette question. D'abord, les moyens. Est-ce qu'ils sont suffisants aujourd'hui, les moyens de... Ils sont beaucoup plus importants qu'ailleurs sur le territoire national. Si on ramène le nombre de policiers ou le nombre de gendarmes à la population, on est sur des ratios qui sont... Vous avez des chiffres? Au-dessus. Bien sûr, bien sûr. Pas là, mais... Oui. Bien sûr. Oui. Et c'est aisément vérifiable. Il y a un véritable engagement des forces de police et de gendarmerie pour lutter. Et je crois que c'est un phénomène qui existe en métropole ou dans d'autres collectivités d'outre-mer, départements ou autres. C'est un phénomène social. Je ne suis pas sûr qu'on gagne beaucoup à lui donner une interprétation politique. Sur les chiffres, justement, j'ai regardé, en fait, effectivement, on a donc bien plus de fonctionnaires. On est à 1214 personnels police-gendarmerie hors administratif, alors qu'en France, pour le même bassin de population, en moyenne, on serait à 1080. Le deuxième point dans la question, c'est la montée du racisme. Alors, est-ce que la haine, elle est en train de prendre le dessus, justement, avec ces problématiques de délinquance, qui est le fait d'une poignée de jeunes, mais est-ce que la haine l'emporte ? D'abord, on raisonne, il y a 270 000 habitants en Calédonie, il y a aujourd'hui 502 ou 503 pensionnaires au centre pénitentiaire, à un stade ou à un autre de la procédure, donc il ne faut pas généraliser, vous venez de le dire vous-même, le phénomène. Il ne faut pas non plus le minimiser, mais il ne faut pas non plus en avoir une lecture communautariste, ce qui est trop souvent le cas, je trouve. On va passer maintenant à l'insécurité routière. On rappelle que les chiffres sont catastrophiques. On a 4 à 5 fois plus de risques de mourir sur les routes en Calédonie. En gros, on est au niveau de l'Afghanistan. Là encore, on aimerait plus de contrôle sur les routes. C'est possible ou pas ? Il y a beaucoup de contrôles sur les routes. Il y a en Calédonie, je rappelle le chiffre de la population, il y a 50 000 contrôles d'alcoolémie par an. 1000 par semaine. On est là aussi sur des chiffres qui sont sans comparaison avec la métropole. En métropole, il y avait, à la fin des années 70, il y avait 17 000 morts par an. On est aujourd'hui arrivé à 4 000, moins de 4 000 morts par an en métropole. On a divisé par plus que 4 le nombre de morts. La Calédonie, elle a ce chemin à faire. Ouais. Elle a ce chemin à faire. C'est une prise de conscience de toute la société. Ouais. 80% des accidents mortels, les gens ne portaient pas leur ceinture. 80% des accidents mortels, il y a une cause d'alcoolémie. Donc ce sont des comportements suicidaires et hélas suicidaires avec en plus un risque de danger pour d'autres. Donc la solution c'est plutôt de changer nos comportements. C'est changer les comportements et c'est progresser dans la dissuasion. Donc pouvoir un jour, j'ai fait des propositions en ce sens au président du gouvernement, puisque la compétence est partagée avec la Nouvelle-Calédonie, pouvoir utiliser certains des instruments qui ont fait leur preuve en métropole et qui aujourd'hui ne sont pas présents en Calédonie. Oui, juste le gouvernement local avait justement approuvé un plan en début d'année pour modifier le code de la route. C'est toujours pas passé au Congrès. Vous ne savez pas si c'est prévu Je ne suis dans les arcanes quand même. Je ne suis pas en responsabilité sur l'agenda du Congrès, dont je sais par contre qu'il est chargé, effectivement, et objectivement. Et puis, je pense qu'il y a un certain nombre d'actions préalables qu'on peut lancer, qui ne relèvent pas toutes de textes nécessairement de libération du Congrès. La prévention routière, elle appelle de ses voeux depuis plus de 3 ans l'organisation d'une mission de la Direction de la sécurité et de la circulation routière de France, en Nouvelle-Calédonie, parce que justement, ils pensent que ça pourrait peut-être faire un petit peu bouger les lignes localement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pourriez faire venir une telle mission en Calédonie? Oui, bien sûr, c'est envisageable. Le sujet commence à être pas mal éclairé. Ouais. Mais si ça peut aider au mouvement, vous y engagez, là j'y serai favorable, oui, bien sûr. Très bien. Alors, dernier point, les tarifs bancaires. Là, ça reste de compétences d'État. Donc, les banques en Nouvelle-Calédonie, elles se portent bien. Elles ont un taux de marge nette pour 2015 de 27%.
en Calédonie, contre 12% en Polynésie, 15 points de plus pour nous. En métropole, c'est 17%. En clair, elles font beaucoup de bénéfices. Évidemment, ça a inspiré une question à Madame Luce Laurensin de l'UFC Que Choisir. Nous voudrions vous demander, puisqu'à la suite d'un amendement du député Comez, le Code monétaire et financier a donné aux délégués du gouvernement des pouvoirs très spécifiques en matière de fixation des tarifs bancaires. Que comptez-vous faire? Allez-vous en profiter pour négocier avec les banques de telle façon qu'elles remplissent leur métier de développeurs de l'économie locale, ou, faute d'accord, allez-vous fixer autoritairement ces tarifs, par exemple, fixer le tarif maximum à la moyenne des taux bancaires de métropole? Alors, Monsieur Lataste, je rappelle que depuis 2012, le Haut-Commissariat mène des négociations avec les banques annuellement. Vous avez quelques beaux succès, une baisse globale de 20 à 30% pour 16 tarifs bancaires, l'écart avec la métropole diminué de 55% pour les frais de tenue de compte. Enfin, il y a quand même un beau bilan. Mais effectivement, on reste bien au-dessus des tarifs de métropole. Alors, pourquoi ne pas fixer, comme le demande l'UFC Que Choisir, le tarif maximum à la moyenne de ce qui est pratiqué en France? Il y a 16 tarifs concernés. Je suis en train d'y travailler comme mon prédécesseur. Beaucoup a été accompli, vous l'avez dit. L'objectif était de réduire de 50% l'écart, puisque objectivement, les banques ont aussi des facteurs de surcoût ici. L'existence du CFP qui ne permet pas d'utiliser les logiciels construits à 1 euro. C'est un peu moins cher. En tout cas pour cette année, je suis en train de travailler. J'ai déjà réuni l'ensemble des banques il y a quelques jours, et je suis en train de travailler pour que nous progressions, notamment pour des tarifs qui sont sensibles pour l'ensemble de la population, les frais de tenue compte, les frais d'accès par Internet et de possibilité d'agir sur son compte par Internet, la possibilité de retirer de l'argent à un autre guichet, et un autre guichet que celui de la banque dont on est client. Donc j'ai formulé des propositions aux banques que je dois revoir. Combien de temps ça va prendre? Parce que, en gros, les Calédoniens, ça fait des années qu'ils payent, et là, vous dites, ça fait donc depuis 2012, ça nous semble long quand même comme vous venez de négociation. rappeler, sur l'essentiel des tarifs sur lesquels l'action a porté dans les années passées, on est ou arrivé ou proche de la réduction de 50%. Donc ça, les Calédoniens doivent le sentir. Oui. Mais l'UFC, eux, ils voudraient s'aligner sur la moyenne des taux de métropole, pas sur 50%. C'est possible? C'est un objectif atteignable ou pas? Moi, je compte sur les banquiers. Je suis dans une phase de discussion avec eux. Donc, effectivement, j'ai un pouvoir de réglementer après cet échange. Je compte sur les dirigeants des banques pour accepter les propositions que vous avez faites. Et pourquoi 16 tarifs? Parce qu'en fait, des tarifs, il y en a beaucoup plus que ça. Oui, parce que c'était considéré. Des exemples, là, c'était une brochure. Parce que moi, j'ai changé 2 fois de banque parce que je n'étais pas très contente. Et donc là, j'ai tous les tarifs. Il y en a plus de 80. Pourquoi 20 tarifs? Parce que ce sont ceux qui étaient les plus sensibles, ceux qui portent sur la population, et notamment sur la catégorie la plus défavorisée de la population. Ceux qui conditionnent l'accès aux services bancaires et à un prix qui soit raisonnable et de base. Eh bien, on a vu avec ces questions que vous étiez bien occupés. Et on va le voir avec notre reportage. On a pu vous suivre pendant 24 heures. Jules, bonjour. On s'est aperçu. Bonjour. Bon. Hop. Je me promène avec un micro toute la journée, donc faites attention à ce que vous dites. Je voudrais commencer par la visio qu'on a eue hier sur l'aide de la province Nord à la SMSP. Juridiquement, c'est un prêt ou c'est une avance en compte courant d'actionnaire? Ce matin, par exemple, on a parlé de la situation à KNS et du plan social qui a été annoncé. On a parlé de la situation de l'ordre public à Wailou. Monsieur le Président, ça va, je suis encore plus chic qu'à l'habitude. Monsieur le Commissaire, bonjour. Voilà. L'association Prévention routière Nouvelle-Calédonie va mettre en place l'année prochaine un très très grand dispositif
Bien entendu, il nous faudra des moyens supplémentaires. Nous n'en avons jamais assez. Bravo. Merci, bravo. Bonjour. Bon. Bonjour monsieur, merci. Merci beaucoup, bon courage, merci. Très bien. Vous venez d'où? Adjudant en l'aide des mineurs. Très bien, merci mon adjudant. Le cœur, 15 fois. D'accord. 15 fois. Oui, ça fait... Ah oui, et ça redémarre le... Non, après je vais venir ici. Je prends ce motion. Et là, D'accord. Au revoir monsieur, merci. Au revoir. Merci. On a vu aussi des clients, on n'a pas vu du secourisme là. Je vous propose d'avancer. Monsieur le directeur, vous pourrez nous éviter les fous rires. Enfin, je ne devrais pas me permettre, mais du coup, Pardon. je vois un peu... Oui, parfois ici, parfois dehors, parfois à l'extérieur, parfois des manifestations. Mais effectivement, la vie est rythmée, les contacts sont multiples. On peut rentrer peut-être, non? Comment vas-tu? Ça va, jeune homme? Ben oui, Tu es bien beau, ça me fait plaisir. même aussi. Merci. Tu fais beau parce que c'est exceptionnel. Bonsoir, merci, ça me fait plaisir. Tu reconnais l'Ipoagou? on tient à vous remettre cette coutume. Ça fait partie de la tradition kanak. Ça fait partie du respect et de l'humilité au nom de lui et de sa femme, de ses enfants et de toute l'assistance des autorités qui sont ici présentes. Voilà, ça c'est assez. Merci Joseph, merci beaucoup. Vous êtes ici chez vous tous les jours, mais vous l'êtes un peu plus encore aujourd'hui. Merci Joseph, merci Gaston. Gaston Méhoun, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Avec plaisir. Alors, Monsieur Lataste, on voit que vous avez des tâches très variées. Vous rencontrez beaucoup de monde. Vous êtes évidemment un fin observateur du pays. J'aimerais avoir votre regard sur les tensions communautaires en Calédonie. Est-ce qu'elles se sont apaisées depuis vos dernières expériences ou pas? Je vous pose cette question. Je vous donne le contexte. Pourquoi je vous pose ça? C'est parce que j'ai repensé à cette altercation entre Roch Wamitan et Gilles Brial au Congrès, qui a choqué évidemment avec des propos racistes. Il y a aussi ces propos, on en a parlé, durs sur la jeunesse, la délinquance. On frise souvent le racisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas? Je pense que beaucoup de choses ont évolué positivement. Je suis frappé de voir dans les lycées, à l'université, dans le monde du travail, dans la vie culturelle, etc. Les gens se croisent plus, se partagent plus, travaillent ensemble, vivent ensemble pour une partie de la journée, etc. Donc en ce sens, la société s'est transformée et des gens issus de communautés différentes sont sans doute plus proches aujourd'hui qu'ils ne l'étaient autrefois. Et je trouve qu'effectivement, peut-être le moment politique dans lequel nous nous trouvons, avec la perspective de la consultation, peut-être un mouvement qui est mondial, qui est que la parole se libère sur le net, sur les blogs, avec un côté irresponsabilité des propos tenus. Donc on entend ou on voit effectivement des choses que me semble-t-il étaient beaucoup plus rares, voire inexistantes il y a une quinzaine d'années. Et c'est pour cela que lorsqu'on est en situation de responsabilité, on doit mesurer ses propos, me semble-t-il. Juste dans la même ligne, un autre exemple, on a appris dans la presse qu'un collectif, celui des enseignants et éducateurs kanak, demandait un vice-recteur kanak face à l'augmentation du nombre de suicides chez les jeunes kanak. Pour eux, cela découle logiquement de l'accord de Nouméa. Est-ce que c'est ça, l'accord de Nouméa? Je n'en suis pas persuadé. Il y a des dispositions relatives à l'emploi local. Donc lorsqu'on le peut, lorsqu'on trouve la compétence, on peut et on doit choisir local. Il y a des dispositions qui ont été prises pour le secteur privé, il y en a en perspective pour le secteur public, et c'est une préoccupation que les responsables ont à chaque instant, me semble-t-il, ceux qui doivent recruter. Pour autant,
il n'y a pas d'engagement communautaire et il n'y a pas, bien sûr, notamment pour des emplois qui sont des emplois de hauts responsables de l'État venus pour un temps, il n'y a pas dans l'accord de Nouméa de dispositions qui prévalent en ce sens. On va passer maintenant aux questions sur 2018 et le référendum. Alors, on va revenir rapidement sur le comité des signataires qui aura lieu lundi. Vous allez notamment aborder la question des listes électorales. Une partie des indépendantistes, notamment l'UC, le Parti travailliste, demande l'inscription automatique de tous les Kanaks sur la liste référendaire, au motif qu'il s'agit d'un scrutin d'autodétermination, j'allais dire au sens de l'ONU, et que donc il est logique que le peuple premier puisse voter sans tracasserie. Est-ce que... Ça va être un sujet de discussion. Est-ce que le scrutin serait sincère si tous les Kanaks ne pouvaient pas voter? Alors, tous les Kanaks peuvent voter. La question qui est posée est celle de s'inscrire sur les listes électorales, puisque ce qui est prévu, c'est que tout électeur puisse devenir électeur à la consultation s'il en réunit les conditions. Il faut d'abord être électeur. Donc la question qui se pose est celle d'inciter à l'inscription, de provoquer l'inscription de gens qui aujourd'hui ne se sont pas inscrits et n'ont voté à aucun scrutin. Et vous qui aviez négocié l'accord de Nouméa, cette question n'avait pas été soulevée à l'époque? Non, parce qu'on est parti du corps électoral, de qui peut voter parmi ceux qui votent en Calédonie. Tout citoyen français installé en Calédonie a vocation à voter aux élections générales, l'élection présidentielle, les élections législatives, et parmi eux, un certain nombre réunissent des conditions, soit de statut coutumier, soit des conditions de séjour, de naissance, etc., qui permettent d'être électeurs pour la consultation. C'est comme cela, c'est ce sur quoi ont porté les négociations discussions à l'époque. Juste sur cette histoire d'inscription automatique, possible ou pas, enfin, très rapidement, ce serait possible avec une modification de la Constitution, en gros, c'est ça? L'accord de Nouméa ne le prévoit pas, donc modifier tout ça. Voilà, puisque ce n'est pas une disposition de l'accord de Nouméa, et ça supposerait effectivement un dispositif d'inscription automatique qui n'existe pas en droit français, qui n'existe pour aucun citoyen français, qui devrait être voté par le Parlement de la République. Donc le calendrier, ce sera au comité des signataires d'en débattre, mais le calendrier me paraît tendu pour y arriver. Le chiffre donné par l'UC, c'est 25 000 Kanaks qui ne seraient pas inscrits sur les listes électorales. Ça semble énorme, général. Vous confirmez ce chiffre? Non, je pense que dans quelques jours, enfin quelques semaines, on pourra, en tout cas avant la fin de l'année, donner un chiffre cerné, mais à la date à laquelle nous parlons, ça n'est pas attesté, même si le travail est en cours. C'est vrai qu'il n'y a pas que des Kanaks, il y a des Calédoniens de toutes catégories, comme il y a sans doute ailleurs sur le territoire national des Français de toutes catégories, qui, bien qu'ils aient été recensés à 16 ans, bien qu'ils aient reçu une lettre les incitant à aller à la mairie pour aller s'inscrire, n'ont pas fait la démarche. On se trouve dans ce cas de figure-là. Oui. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Deux choses sur le référendum. La question qui sera posée, elle va être décidée quand? Elle sera décidée donc le Congrès peut convoquer la consultation à tout moment. S'il ne l'a pas fait avant la fin de l'avant-dernière année, donc un an avant la fin du mandat du Congrès de 2019, il revient au gouvernement de la République de provoquer la consultation. Et à ce moment-là, il choisira une date en concertation avec les Calédoniens et un texte de la question, même si, relisez la fin de l'accord de Nouméa, vous verrez que le texte de la question est en filigrane dans le contenu même de l'accord. Oui, en gros, ça va être, souhaitez-vous le transfert des dernières compétences régaliennes détenues par l'État, ce qui équivaudrait à l'accession à la pleine souveraineté? Voulez-vous la transformation de la citoyenneté calédonienne d'aujourd'hui en nationalité? Pour le grand public, les choses elles sont un peu floues parce qu'on entend parler d'une troisième voie possible. Alors du coup, on ne sait plus trop. Est-ce qu'une troisième voie est possible? Si elle est possible, est-ce qu'elle interviendrait à l'issue du référendum, puisqu'il faudrait qu'il y ait les questions posées en plus 3 fois à la suite. C'est ça, est-ce qu'il faut d'abord épuiser le référendum, j'allais dire, avant une troisième voie? Les forces politiques calédoniennes et l'État peuvent toujours progresser, discuter et envisager d'autres hypothèses que celles de l'accord.
pour l'instant, ma responsabilité de représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie, chargé de veiller à l'application de la loi, c'est de veiller à l'application de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa prévoit cette consultation, prévoit en gros le contenu de la question qui sera posée aux électeurs inscrits sur la liste pour la consultation. Ce sera, me semble-t-il, une responsabilité des politiques calédoniens, peut-être au comité des signataires, de voir s'ils veulent envisager une autre voie. Mais je n'entends pas de signe en ce sens, même si cette position est exprimée, même si je vois tous les avantages qu'il y aurait à... puisqu'on l'a vu en 1998, ce qu'on appelait à l'époque une solution consensuelle. Donc s'il y a un tiers accord sur un futur de la Calédonie qui évite l'affrontement d'une consultation qui créera des positions antagonistes, c'est bien sûr envisageable, possible, souhaitable, mais ça n'est pas inscrit aujourd'hui dans l'accord. Et juste, dernière question du coup qui me vient, c'est que si à l'issue des 3 référendums, finalement, ce n'est pas l'indépendance, soit on reste sur le statut actuel, j'allais dire, enfin voilà, soit là, il va falloir refondre un nouveau statut, en fait, c'est ça. Et là... Oui. Enfin, nous sommes en 2022. Là, dans votre projection, vous laisserez le temps. Oui, ça laisse le temps. Me semble-t-il, même si l'expérience prouve que 20 ans, ça a passé très vite entre la signature de l'accord de Nouméa et le moment dans lequel nous sommes. Mais en tout cas, il reviendra bien sûr aux Calédoniens de choisir leur destin. Donc, s'ils ne choisissent pas l'accession à la pleine souveraineté, il faudra que les forces politiques et les représentants des Calédoniens élaborent quelque chose et puissent le leur proposer. Alors, dernière séquence, on va passer aux questions du pays. Alors, on va rester dans des questions liées à 2018. Grâce à Facebook, nous avons Eric qui nous a écrit depuis l'Hexagone. Alors, je suis calédonien, né à Nouméa, j'ai choisi de vivre en France pour des raisons professionnelles. Je suis inscrit sur les listes électorales de métropole. Est-ce que je peux me désinscrire de France pour m'inscrire à Nouméa pour le référendum, sachant que j'ai voté à l'accord de Nouméa, pour l'accord de Nouméa? Alors, la première condition à remplir par Eric, c'est d'être effectivement inscrit en Nouvelle-Calédonie. Donc, il peut pas. Je l'engage. Il peut s'inscrire. S'il déménage, s'il a des intérêts en Calédonie, etc. Donc, je l'invite à aller sur le site du Haut-Commissariat ou sur le site de la mairie de la commune avec laquelle il a des attaches et il trouvera de manière plus précise que je ne peux le faire ce soir les critères dans lesquels il peut choisir de s'inscrire ou pas. D'accord, mais donc on peut continuer à vivre en France et s'inscrire à Nouméa si on a de la famille, etc. On peut, partout en France, on peut être inscrit si si on paye des impôts, si on a un lien ancien avec une commune et des conditions juridiques qui vous permettent d'y rester inscrit. Donc je ne peux pas, là, sur une question qui reste imprécise, savoir si Eric réunit ces conditions-là. Bah lui, je ne sais pas s'il envisage de revenir ici ou de rester en métropole. En tout cas, il a toute cette fin d'année, toute l'année 2017 pour voir et pour faire ses choix, je dirais, pour retrouver ou pas les qualités qui lui permettraient d'être inscrit. La dernière question avec un micro-trottoir, on écoute. Ma question, c'est est-ce que l'économie de notre pays fonctionnera de la même façon après le référendum? Donc on imagine qu'il veut dire après, si on devient indépendant, j'imagine. Donc en somme, pour vous, est-ce que l'indépendance, elle est viable économiquement finalement? C'est une question qui se pose aux Calédoniens, sur laquelle le représentant de l'État n'a pas à se prononcer. J'ai vu que les forces politiques ont bien compris que c'était un des angles d'entrée par lesquels les électeurs pouvaient déterminer leur choix. Et les uns et les autres ont des démonstrations qui ne convergent pas d'ailleurs. Toutefois, si c'est l'indépendance, économiquement, il y aura des conséquences. Un jour ou l'autre, l'État arrêtera ses transferts, on imagine bien. 153 milliards aujourd'hui, cette année. On se doute que l'économie, elle ne pourra pas fonctionner totalement de la même façon avec 153 milliards en moins quand même. Je pense que l'État a été toujours d'une grande attention pour la Nouvelle-Calédonie. Effectivement, on est sur un niveau de transfert qui est sans commune mesure avec ceux qui sont pratiqués vers des pays devenus indépendants et même lorsqu'ils ont eu un lien historique avec la France.
Monsieur le Haut-Commissaire, je vous remercie d'avoir participé à ce premier numéro de la case de la politique. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois avec un nouvel invité. Je vous souhaite une bonne soirée sur NCTV.